Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Heidegger. Heidegger est un philosophe allemand né en 1889. Il est l'auteur d'un ouvrage qui a bouleversé la philosophie occidentale contemporaine, Être et temps, publié en 1927. Un ouvrage difficile, très technique, très pointu. C'est quelqu'un qui a eu une énorme influence sur la postérité, que ce soit sur Sartre, sur Merleau-Ponty ou sur Lévinas, mais c'est aussi quelqu'un qui a été membre du Parti national-socialiste, de 1933 à 1944. Et si je le précise d'entrée de jeu, c'est parce que, pour certains, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Un philosophe qui adhère aux idées du régime nazi, c'est un philosophe qui n'aurait par là même aucune crédibilité. C'est un point de vue. Mais on peut aussi considérer qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, que si Heidegger a autant marqué les esprits, c'est qu'il y a des raisons proprement philosophiques, et que son œuvre mérite qu'on s'y penche, non seulement parce qu'elle a eu une grande influence, et qu'il faut comprendre pourquoi elle a eu autant d'influence, mais aussi parce que résumer la valeur d'une œuvre philosophique aux égarements personnels de son auteur, c'est un peu court. Sartre a soutenu l'URSS pendant la période des goulags, alors même que sa philosophie prônait la liberté. John Locke a pris part au commerce des esclaves, tout en soutenant les droits de l'homme. Et je ne parle même pas de Rousseau, qui a abandonné ses enfants à l'assistance publique avant d'écrire un traité sur l'éducation. On peut y voir une incohérence entre la vie et l'œuvre, ça n'enlève rien à la pertinence de l'œuvre. Or, c'est sur son œuvre qu'on juge un philosophe. Et donc, si on peut reprocher à Heidegger ses opinions politiques, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est son œuvre. Ce préambule étant fait, et vous n'êtes évidemment pas obligé d'y adhérer, on doit maintenant se pencher sur cette question: qu'est-ce que Heidegger a apporté de si considérable à la philosophie? Eh bien, il a apporté une révélation. Et c'est volontairement que j'emploie le mot révélation, parce qu'en grec, révélation, c'est aletheia, le dévoilement, le découvrement. Or, Heidegger a dévoilé quelque chose. Il a dévoilé le fait qu'en 2500 ans d'histoire de la philosophie, il y a une question à laquelle les philosophes n'ont jamais répondu. Une question à laquelle ils n'ont jamais répondu, alors même que c'est la question la plus importante et la plus fondamentale qu'ait jamais eu à traiter la philosophie. Cette question, c'est la question de l'être. Ce que nous dit Heidegger, c'est que ça fait 2500 ans que les philosophes nous parlent de l'être, mais qu'ils n'ont jamais pris le temps de dire ce qu'était l'être. Ils n'ont jamais pris le temps de le définir. Ils ont fait comme si tout le monde savait ce que c'était. Comme si c'était une évidence. Et ils ont construit tout un édifice, ils ont construit tout un monument conceptuel sur cette évidence. Et ce faisant, ils ont recouvert la question de l'être. Ils ont empilé sur elle tout un tas de théories, au point de nous faire oublier que sous cet amoncellement de théories, il y a quelque chose qui n'a toujours pas été explicité. En résumé, ce que Heidegger a révélé, c'est que toute l'histoire de la métaphysique était bâtie sur du sable, et qu'il fallait reprendre les choses à la base en proposant une analyse et une élucidation de la question de l'être. Alors là, on pourrait déjà faire remarquer que ce que dit Heidegger, c'est pas vrai. C'est pas vrai au sens où il y a des philosophes qui ont étudié l'être. Ça porte même un nom. Ça s'appelle l'ontologie. Ontos, l'être, logos, le discours. L'ontologie, c'est l'étude de l'être. Quand Platon propose sa théorie des essences, il parle de l'être. Quand Aristote écrit son traité des catégories, il parle bien de l'être. Et quand Descartes dit « je pense, donc je suis », il parle bien lui aussi de l'être. Donc quand Heidegger nous dit que les philosophes ont délaissé la question de l'être, est-ce qu'il ne serait pas un peu en train de se moquer de nous? Est-ce qu'il ne serait pas en train d'inventer un problème là où il n'y en a pas? Eh ben non. Il a raison. Il a raison, et tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, en vous parlant de Platon,
en vous parlant d'Aristote ou de Descartes, c'est en réalité la preuve, non pas que Heidegger se trompe, mais au contraire qu'il a raison. Pourquoi ? Parce que tout ce que je viens de dire montre que les philosophes ne se sont pas intéressés à l'être, ils se sont intéressés aux choses qui sont. Ils ne se sont pas intéressés à l'être, ils se sont intéressés aux êtres, à ce qu'on appelle les étangs, ANT. Autrement dit, l'histoire de la philosophie s'est construite sur une confusion, une sorte de malentendu originel qui est la confusion entre l'être et l'étant. Et pour vous le faire comprendre, je vais faire une analogie. Imaginez que vous vouliez savoir ce qu'est la vie. Donc vous demandez à quelqu'un de vous expliquer ce qu'est la vie, et là la personne revient avec un animal, et elle vous dit « voilà la vie ». À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Vous allez lui dire « bah non, c'est pas la vie, ça. C'est quelque chose qui possède la vie. Ce n'est pas la vie, c'est un vivant. » Et là, la personne va dire « ok, je reviens ». Et elle revient avec une fleur. Bon, du coup, c'est un peu bancal, parce qu'une fleur coupée, c'est une fleur qui n'est plus en vie. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc la personne revient avec une fleur, et elle vous dit « voilà la vie ». Et là, vous lui dites « bah non, toujours pas. C'est toujours pas ça, la vie. » Encore une fois, c'est quelque chose qui possède la vie, qui contient la vie, mais la vie en elle-même, la vie en tant que vie, c'est quelque chose qui est au-delà des êtres vivants. Et donc tu auras beau montrer toutes les choses qui vivent, tu auras beau me montrer toute une collection d'êtres vivants, tu ne m'auras toujours pas expliqué ce qu'était la vie. Eh bien, c'est exactement ça que nous dit Heidegger. Ce qu'il nous dit, c'est que de la même façon que la vie ne se résume pas au vivant, l'être ne se résume pas à l'étant. Or, les philosophes, les métaphysiciens, se sont concentrés sur les étangs. Ils les ont décrits, ils les ont analysés, ils les ont classés. Et ils ont fait comme s'ils parlaient de l'être. Si bien que maintenant, si on pose la question à un philosophe « qu'est-ce que l'être ?», il va nous répondre « bah, tout le monde sait bien ce qu'est l'être. On n'a pas besoin de le définir puisque ça fait 2500 ans qu'on en parle. » Ce que nous dit Heidegger, c'est que ça fait 2500 ans qu'on parle de quelque chose qui n'est pas l'être. Ça fait 2500 ans qu'on présuppose l'être et qu'on fait comme si on l'avait défini. Et donc, ce que va faire Heidegger, c'est une exploration de cette question de l'être pour tenter de comprendre ce qui se cache réellement derrière ce terme. Quand on se penche sur le verbe « être » en français, on s'aperçoit que c'est un verbe polysémique et qu'on peut le mettre à peu près à toutes les sauces. Comme le verbe « faire », vous savez, on fait la cuisine, on fait attention, on fait la queue. Faire, c'est le verbe interdit dans les rédactions au collège, parce qu'il n'y a pas de verbe plus imprécis. On pourrait dire que le verbe « être », c'est un peu la même chose. On est triste, on est français, on est en retard. Et on voit bien à travers ces exemples que le verbe « être » est un verbe très flou, puisqu'il peut exprimer à la fois un état émotionnel, une nationalité ou une situation ponctuelle. Donc finalement, dire « être », ce n'est pas dire grand-chose tant qu'on n'a pas dit en quel sens on parle d'être. Autrement dit, dès qu'on se penche sur la question de l'être, on s'aperçoit qu'il existe plusieurs manières d'être, plusieurs modes d'être. Bien, ce que nous dit Heidegger, c'est que les philosophes depuis l'Antiquité n'ont jamais pris la peine de distinguer les différents modes d'être. Ils ont pris le mot « être » dans un sens unique, et donc dans un sens forcément réducteur. Et dans quel sens est-ce qu'ils l'ont pris ? Ils l'ont pris dans le sens de la subsistance. Dire qu'une chose est, c'est dire qu'elle subsiste. Donc on dira par exemple que ce micro est, au sens où il subsiste devant moi. Et là, j'imagine que certains d'entre vous ont un autre verbe qui leur vient à l'esprit. Le verbe « exister ».
Dire qu'une chose est, ce serait tout simplement dire qu'elle existe. Alors oui, mais non. Oui, parce qu'effectivement, au sens où on l'emploie couramment, le verbe exister ferait très bien l'affaire. Exister, c'est avoir une réalité, on est d'accord. Mais non, parce que chez Heidegger, le verbe exister a une signification très précise. Et la signification que Heidegger donne au mot existence est très différente, et on le verra tout à l'heure, de ce qu'il appelle la subsistance. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une chose est, au sens où elle subsiste? Ça veut tout simplement dire qu'elle occupe une place dans le monde. Donc, vous qui m'écoutez, vous êtes, vous subsistez, au sens où vous occupez un certain espace. Votre corps occupe un certain espace. Si bien que, si je me déplace dans la pièce où vous vous trouvez, sans voir que vous vous y trouvez, je risque de vous rentrer dedans. Votre corps va faire obstacle au mien. C'est ça la subsistance. L'occupation d'un espace. Sauf que ça, pour Heidegger, c'est pas convaincant. C'est pas convaincant parce qu'autant on peut dire d'une chose qu'elle subsiste, qu'elle occupe un certain espace, autant parler de subsistance pour l'être humain, c'est réducteur. Si vous préférez, l'être humain n'est pas dans le monde comme l'arbre est dans le jardin. La manière d'être de l'être humain n'est pas la même que celle d'un objet inerte ou d'un étant naturel. En clair, être ne veut pas dire la même chose selon qu'on parle d'une personne ou d'un objet. Et ça, on peut le comprendre en 30 secondes. Que dit-on à propos d'une personne qui est morte? On dit qu'elle n'est plus. Mourir, c'est ne plus être. Mais pourtant, quand une personne meurt, son corps est toujours là. Il subsiste toujours. Alors oui, il va se décomposer avec le temps, ça d'accord, mais physiquement parlant, la personne qui meurt est toujours. Bien justement, si on dit de quelqu'un qui vient de mourir qu'il n'est plus, c'est justement parce que, pour une personne, être ne signifie pas uniquement occuper un espace. Être ne signifie pas uniquement reposer. Et justement, que dit-on d'une personne qui est morte et enterrée? Qu'elle repose ici. On repose quand on n'est plus. Reposer, c'est être pour une chose, mais ce n'est pas être pour un être humain. Alors évidemment, on va approfondir. On va expliquer en quoi, pour Heidegger, l'être de l'être humain n'est pas comparable avec l'être de la chose. Parce qu'en réalité, c'est ça le cœur de son propos. Mais avant ça, on va devoir faire un détour. Parce qu'avant de parler de l'être humain, il faut déjà préciser en quel sens il y a être chez les objets. Or, pour Heidegger, il y a deux types d'objets. Au sens où un objet peut avoir deux manières d'être différentes. Il peut être de façon indépendante et il peut être de façon relationnelle. Et c'est là qu'il faut introduire une notion extrêmement importante, une notion sans laquelle on ne peut pas comprendre ce que veut dire Heidegger, qui est la phénoménologie. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, la seule chose que je vais vous demander de retenir, c'est que avoir une approche phénoménologique des choses, c'est envisager les choses non pas comme indépendantes de nous, non pas comme séparées de nous, mais au travers de la relation que nous avons avec elles. La phénoménologie, c'est étudier non pas la manière dont les choses sont, mais la manière dont elles nous apparaissent. Parce que pour Heidegger, la façon dont les choses nous apparaissent fait aussi partie de leur être. Je vais prendre un exemple. Si vous écoutez une chanson, disons votre chanson préférée, vous n'allez pas vous dire « j'écoute une succession de notes ». Vous n'allez pas parler de cette chanson de manière purement technique et pour ainsi dire indépendante de vous. Vous allez parler de ce que cette chanson produit en vous, des émotions qu'elle éveille en vous, des images qu'elle crée en vous. C'est le principe de toute œuvre d'art. Quand on parle d'une œuvre d'art, on n'en parle pas comme d'une entité indépendante de nous. On parle en même temps
de ce qu'elle vient toucher dans notre sensibilité. Donc on parle de la relation qu'on a avec elle. Si on voulait parler d'une œuvre d'art indépendamment de notre interaction avec cette œuvre d'art, ça n'aurait aucun sens. Bien, ce que nous dit Heidegger, c'est qu'il faut faire comme ça avec tout. Avec tous les objets qui sont autour de nous. Parce que la manière dont on se rapporte à un objet définit l'être de cet objet pour nous. Autrement dit, l'être d'un objet, c'est toujours l'être pour nous de cet objet. Avoir une approche phénoménologique, c'est inclure dans notre analyse d'une chose notre rapport à cette chose. Et c'est ça pour Heidegger qui fait défaut dans l'analyse traditionnelle de l'être, le fait de considérer l'être des choses comme séparé de nous. Alors que dans les faits, dans notre expérience concrète des choses, il y a toujours une relation entre nous et la chose qu'on examine. Puisque la chose qu'on examine, on est en train de l'examiner. Et on n'examine pas une chose séparément de notre examen. Il faut intégrer l'examiné dans l'examen. Il faut intégrer notre rapport à la chose dans l'analyse de la chose. C'est ça la phénoménologie. Et pour vous prouver qu'on fait tous de la phénoménologie, là encore, je vais prendre un exemple. Imaginez que c'est votre première journée de travail et que vous rencontrez votre patron. Votre patron ou votre patronne, ça marche pour les deux sexes. Bien, le jour où vous rencontrez votre patron, vous ne rencontrez pas Jean-Michel Lambda, 40 ans célibataire. Vous rencontrez votre patron. Quand vous parlez de lui à vos amis, vous parlez de lui en disant « mon patron ». Quand vous parlez avec lui à la machine à café, vous parlez avec votre patron. Autrement dit, l'être de cette personne va se confondre avec ce qu'elle est par rapport à vous. On pourrait dire avec ce qu'elle représente pour vous. Tout ce que vous direz sur elle, tout ce que vous penserez sur elle, sera conditionné et prédéterminé par le fait que c'est votre patron. Et vous aurez beau croire que vous parlez de l'être d'une personne séparée et indépendante de vous, la réalité, c'est que l'être de cette personne sera inséparable de la relation que vous avez avec elle. Son être sera indissociable de son être pour vous. Et c'est pour ça que, le jour où Jean-Michel Lambda va vous inviter à dîner, si vous acceptez, vous ne pourrez pas ignorer la petite voix dans votre tête qui vous dira « Je suis invité à dîner par mon patron », avec ce que ça implique de gêne, d'hésitation et d'excitation que vous n'auriez pas éprouvé si vous aviez été invité par quelqu'un qui n'est rien pour vous. Et peut-être qu'à l'issue de la soirée, votre patron sera devenu pour vous Jean-Michel, voire Jean-Mi. Conclusion, l'être est toujours devancé par notre expérience de l'être. Parler de l'être, c'est commencer par parler de l'être pour nous. Considérer qu'on pourrait parler des choses en soi, c'est-à-dire indépendamment de notre relation à elles, parler des choses comme uniquement subsistantes, comme objectives, c'est-à-dire comme de purs objets dont nous serions déconnectés, c'est ça pour Heidegger, l'erreur fondamentale des philosophes. Et c'est pour ça qu'ils sont passés complètement à côté de la question de l'être. Prenons Aristote. Aristote a tenté de classer les êtres. Il a tenté de classer les étangs, si on veut être tout à fait précis. Et il les a classés selon 10 catégories. Selon la quantité, selon la qualité, selon la position, selon l'état, et d'autres encore. Et l'être de la chose, c'est la synthèse de ces catégories, la synthèse de ces attributs. Donc si on prend l'exemple d'un bureau, un bureau pourrait être plus ou moins long, plus ou moins large, c'est sa quantité. Il pourrait être blanc ou noir, en bois massif ou en bois aggloméré, c'est sa qualité. Il pourrait être face à la fenêtre ou face à la porte, c'est sa position. Il pourrait être neuf ou abîmé, c'est son état, etc., etc. Donc c'est ça les catégories d'Aristote.
une classification des caractéristiques de la chose. Et la première catégorie chez Aristote, c'est la substance. Substance qui, au passage, a donné subsistance. Alors, attention, substance en philosophie, ça ne veut pas dire produit chimique. Ça ne veut même pas dire matière. Substance, ça veut dire ce qui reste quand on a dépouillé la chose de ses caractéristiques non essentielles. Substance, c'est substrat, ce qui se tient en dessous. En dessous de quoi ? En dessous des caractéristiques. Donc pour reprendre mon exemple du bureau, si je modifie les dimensions de mon bureau, si je lui ajoute une extension, ou au contraire, si je raccourcis son plateau, ça reste quand même un bureau. La substance bureau demeure. Si je repeins mon bureau, autrement dit, si je modifie sa qualité, ça reste encore un bureau. Ça porte un nom en philosophie, ça s'appelle la variation eidétique. Une expression compliquée pour dire quelque chose de très simple. Puisque la variation eidétique, c'est simplement le fait d'imaginer tout ce qu'on pourrait faire varier dans l'objet sans que cela n'altère la nature de l'objet, sans que cela n'altère son essence. Et ce qu'on ne peut pas modifier dans l'objet sans modifier la nature de l'objet, sans la faire disparaître pour ainsi dire, ça fait partie de son essence. Dans le cas du bureau, si on lui retire son plateau, ça ne peut plus être un bureau. Le plateau fait partie de l'essence du bureau. Ce n'est pas un attribut secondaire, c'est un attribut essentiel. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'à l'origine, bureau, c'était le nom qu'on donnait au tapis qu'on mettait sur le bureau pour le protéger de l'encre. C'était l'équivalent du sous-main. Donc d'une certaine manière, on peut retirer le bureau sans faire disparaître le bureau. Mais blague à part, ce qu'il faut retenir ici, c'est que durant des siècles et des siècles, on a fonctionné avec cette conception de l'être, c'est-à-dire avec une conception de l'être comme subsistance. La chose était séparée de nous, elle était à distance de nous, et on analysait son être sur un mode qui se voulait neutre et objectif. Eh bien ça, pour Heidegger, ça va pas. Ça va pas parce que dans notre expérience quotidienne, dans notre rapport concret aux choses, ce n'est pas comme ça que les choses nous apparaissent. Et si ce n'est pas comme ça que les choses nous apparaissent, ça veut dire qu'on passe à côté d'une dimension essentielle de leur être. Ce que veut dire Heidegger, c'est que nous sommes toujours en interaction avec les choses. On n'envisage pas les choses autour de nous comme de simples entités posées dans le monde. En tout cas, pas de prime abord. De prime abord, on envisage les choses par rapport à nous, par rapport à ce qu'on pourrait en faire, ou par rapport à ce qu'elles représentent pour nous, à leur fonction ou à leur signification, mais pas à leur être objectif. On n'envisage pas notre bureau en se disant quelles sont ses catégories. On l'envisage en se disant il est pratique ce bureau. Il est grand, ça me fait de la place pour travailler. Il est beau, tout en bois massif. Il va bien avec ma bibliothèque. Il est bien positionné, face à la fenêtre. J'ai une bonne lumière pour travailler. Autrement dit, et c'est ça l'idée fondamentale de Heidegger, l'être de l'étang, c'est la nature de la relation que nous avons avec cet étang. Et la plupart des étangs qui nous environnent, ce sont des étangs que nous utilisons. Ce sont des étangs qui ont une fonction pour nous. Et c'est pour ça que Heidegger appelle ces étangs des outils. Et l'être de l'outil, ce n'est pas la subsistance. Autrement dit, ce n'est pas simplement le fait d'être posé devant nous. L'être de l'outil, c'est l'usage qu'on en fait. L'être de l'outil, c'est d'être disponible pour son utilisation. Pour Heidegger, un objet peut donc avoir deux modes d'être. La subsistance, qui est le seul mode d'être que les philosophes ont perçu, sans vraiment le percevoir d'ailleurs, puisque pour eux, ce n'était pas un mode d'être, c'était l'être tout entier. Donc la subsistance, premier mode d'être. Deuxième mode d'être, la disponibilité.
ce que Heidegger appelle l'être à portée de main. Et ce que l'analyse de Heidegger va révéler, c'est que, la plupart du temps, les objets autour de nous ne nous apparaissent pas comme subsistants, mais comme disponibles. Ils ne nous apparaissent pas comme des choses, mais comme des outils. Alors j'ai bien conscience que ce qu'on dit depuis tout à l'heure n'est pas du tout évident, que c'est même assez compliqué. C'est compliqué dans la forme, mais dans le fond, vous allez voir que c'est beaucoup plus intuitif. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause détente pour pouvoir repartir du bon pied. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer un outil de bricolage. Est-ce que vous l'avez ? Je prédis que vous avez choisi un marteau. Bon, c'était peut-être un tournevis, mais on va prendre l'exemple du marteau. Un marteau, c'est un objet que vous allez utiliser pour planter des clous, ou pour casser une vitre, ou pour menacer quelqu'un. Peu importe. Dans tous les cas, ce marteau, il est prévu pour être utilisé. Outil, utile, c'est le même mot. Et utiliser, ça veut dire rediriger vers quelque chose d'autre que lui. Si vous préférez, l'outil n'a pas vraiment d'être indépendamment de ce à quoi il sert, puisque sa raison d'être, c'est précisément de servir à quelque chose. Alors que si on prend par exemple un rocher ou un arbre, ces choses n'ont pas à proprement parler de fonction. Elles sont là, elles occupent une place dans le monde, mais vous n'allez pas les utiliser. Ou plutôt, si, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez utiliser le rocher pour vous asseoir. Vous pouvez utiliser l'ombre de l'arbre pour faire une sieste. Mais dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous transformez une chose en un outil. Vous modifiez son mode d'être. Vous les faites sortir de leur subsistance et vous les intégrez dans le réseau des outils. Chez Heidegger, un outil, c'est donc un objet qui s'inscrit dans un réseau d'objets. C'est pas simplement un outil de bricolage. Un outil, c'est tout objet en tant qu'il se rapporte à vous et en tant qu'il se rapporte à d'autres objets. Donc ce que dit Heidegger, c'est que l'ensemble objet se divise en deux catégories. Les choses, qui existent pour ainsi dire indépendamment de nous, indépendamment de notre rapport à elles, et les outils, qui sont interconnectés les uns aux autres à travers l'usage qu'on en fait. Le mode d'être de la chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est la subsistance. Le fait de reposer dans le monde indépendamment de nous. Le mode d'être de l'outil, c'est la disponibilité. Certaines traductions proposent la maniabilité. C'est-à-dire le fait tout simplement que ces objets ont une fonction pour nous. Prenons un exemple. Si vous vous promenez dans un parc et que vous tombez sur une nappe posée sur l'herbe, vous n'allez pas vous dire « la nappe est venue toute seule ». Non. Elle est là parce qu'elle a été mise là par des gens qui l'ont utilisée. Si bien que si vous voyez une nappe dans un parc, votre premier réflexe, ça va être de chercher les personnes à qui elle appartient. Qui l'a laissée là ? Donc l'objet va vous renvoyer vers le propriétaire de l'objet, ou vers son utilisateur. Donc si on reprend le vocabulaire de Heidegger, quand vous voyez une nappe, vous ne voyez pas une chose, vous voyez un outil. Vous ne voyez pas quelque chose qui subsiste de manière indépendante. Vous voyez quelque chose qui fait partie d'un réseau d'usage et de signification. Un pique-nique. Vous allez vous dire que sur cette nappe, il y a probablement des miettes de pain. Du pain qui aura été coupé avec un couteau. Vous ne serez pas étonné si sur cette nappe, vous trouvez des assiettes, des gobelets, des serviettes en papier. Bref, à travers la nappe, l'outil nappe, vous allez voir apparaître un monde d'objets interconnectés. Et ce monde d'objets interconnectés, c'est ce que Heidegger appelle un monde ambiant. Votre salon, c'est votre monde ambiant. Parce que c'est le monde formé par des objets qui se renvoient les uns aux autres et qui servent à votre usage quotidien. Le canapé renvoie à la télécommande, qui renvoie
à la télévision, qui renvoie à la box internet, qui renvoie à vous. Votre cuisine, c'est votre monde ambiant. Frigo, four, ustensiles. Et vous au milieu. C'est ça un monde ambiant. Ce n'est pas le monde au sens objectif du terme. C'est le monde dans lequel vous êtes engagé au quotidien. Et qui fait qu'à proprement parler, nous ne vivons pas dans le même monde. Vous ne vivez pas dans mon monde de la même façon que je ne vis pas dans votre monde. Si vous allez chez des gens pour la première fois, leur salon, vous n'allez pas l'envisager comme vous envisagez votre salon. Il n'aura pas la familiarité de votre salon. Ce n'est pas votre monde ambiant. Vous n'allez pas y voir des outils. Vous allez y voir des choses subsistantes, pas des choses disponibles. Parce qu'on a le monde ambiant de ses usages quotidiens, de ses habitudes quotidiennes. L'outil, c'est l'objet familier qui, parce qu'il vous est familier, ne retient même plus votre attention. C'est l'objet incorporé dans vos usages, qui se fond dans vos usages, au point de devenir invisible pour vous. C'est presque une extension de vous-même. Vous l'utilisez comme ça, en passant, négligemment. Alors que l'outil du voisin, sa télécommande, son canapé, vous allez en avoir un usage beaucoup plus respectueux. Vous, quand vous utilisez votre télécommande, vous l'attrapez sans même y faire attention. Vous appuyez dessus et vous la secouez si elle ne marche pas. Alors que la télécommande du voisin, si vous devez l'utiliser, vous allez faire attention. Vous allez bien regarder là où il faut appuyer, avec un peu d'hésitation. Et vous allez la reposer délicatement sur la table basse. Alors que, fondamentalement, ça reste juste une télécommande. Eh ben non. C'est pas juste une télécommande. C'est une télécommande qui ne fait pas partie de votre monde ambiant. Elle fait partie d'un autre monde ambiant. La télécommande du voisin, elle n'est pas disponible comme la vôtre. Elle subsiste. Remarquez comme nous sommes très attentifs et très observateurs quand nous allons dans un endroit qui ne nous est pas familier. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît un touriste. Il regarde partout autour de lui comme si tout était intéressant. Le touriste n'est pas familier avec le monde qu'il visite parce que ce n'est pas son monde ambiant. Et ça va structurer son rapport à ce qui est autour de lui. Il va être beaucoup plus concentré, beaucoup plus contemplatif. L'habitant, lui, n'a pas le temps d'être contemplatif. Il est dans l'usage. Il est dans la familiarité du monde ambiant. Résumons ce que dit Heidegger en 3 points. Premier point, la philosophie occidentale depuis l'Antiquité n'a envisagé qu'un seul mode d'être de l'étant, l'être comme subsistance. Et elle a fait de la subsistance la seule manière d'être possible de l'étant. Deuxième point, Heidegger propose d'intégrer une approche phénoménologique de la question de l'être, en partant non pas de l'être objectif, mais de son être pour nous. Et la conclusion de son analyse, c'est que le premier mode d'être de l'étant, ce n'est pas la subsistance, mais la disponibilité. Troisième point, pour Heidegger, il ne s'agit pas de nier la subsistance de l'objet. Il s'agit de comprendre que la subsistance n'est que le second mode d'être de l'objet. Second au sens où ce n'est pas celui que nous rencontrons de prime abord. Car le premier mode d'être sous lequel l'objet se présente à nous, c'est la disponibilité. L'être non pas comme chose, mais comme outil. Il faut ajouter à ce troisième point une précision. C'est que l'outil n'est pas condamné à rester outil. De même que la chose n'est pas condamnée à rester chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mode d'être de l'objet dépend d'abord de ce que vous en faites, ou de ce que vous pouvez en faire. On a pris l'exemple tout à l'heure du rocher sur lequel on peut s'asseoir, ou de l'arbre dont on peut profiter de l'ombre. De prime abord, un rocher ou un arbre ne sont pas des outils. Ce sont des choses.
car ils ne font pas partie d'un réseau d'objets ayant pour nous un usage. Ils sont là, ils subsistent, mais ils ne servent pas. En revanche, si tout à coup, je décide d'utiliser le rocher pour m'asseoir, ou l'arbre pour faire une sieste, je rapatrie ces choses dans le monde des outils, puisque je leur donne une fonction. Et de la même façon que la chose peut se révéler outil, l'outil peut se révéler chose. C'est ce qui se produit quand l'outil perd sa fonction, quand il se casse ou quand il défaille. Je suis en train d'écrire avec mon stylo, tout va bien, et d'un coup, mon stylo n'écrit plus. Il n'a plus d'encre. Substantiellement parlant, c'est toujours un stylo. Mais relationnellement parlant, ce n'est plus un stylo, car il perd ce qui en fait un stylo à mes yeux. Sa capacité à écrire. Le stylo qui ne marche plus cesse d'être un outil. Il devient une chose. Mon stylo est alors bon pour la poubelle. La poubelle étant l'outil dont la fonction est de recueillir les outils morts. L'outil dont la fonction est de recueillir les choses. Ce qui veut dire une chose très importante, c'est que l'être comme chose ou l'être comme outil ne réside pas dans l'objet. Il réside dans le rapport à l'objet. La distinction que fait Heidegger, ce n'est pas une distinction entre étant naturel et étant artificiel. Alors oui, bien sûr, un étant artificiel a de grandes chances d'être un outil, au sens où il est conçu comme un outil. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons l'envisager sous le mode d'être de l'outil. De la même façon qu'un étant naturel ne sera pas nécessairement envisagé sous le mode de la chose. C'est la relation à l'étant qui définit l'être de l'étant. Et c'est maintenant qu'on doit aborder la question centrale. La question centrale, c'est celle de l'être humain. Parce que finalement, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que l'être de l'objet se définit par son rapport à l'être humain. L'être de l'objet n'est pas inhérent à l'objet lui-même. L'être de l'objet est inhérent à la manière dont nous nous y rapportons. Mais, du coup, qui est ce nous capable de déterminer l'être des objets ? Qui est ce nous que la tradition philosophique a rangé parmi les étangs en général, sans voir qu'il était un étang tout à fait particulier ? En d'autres termes, la question qu'il va falloir aborder maintenant, c'est que veut dire être pour nous, être humain ? Pour Heidegger, l'être humain n'est pas un étang comme les autres. C'est même un étang radicalement différent des autres étangs. Et cette différence tient au fait que l'être humain, c'est un étang qui s'interroge sur l'être. En clair, l'être de l'être humain, c'est de se poser la question de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire que l'être humain se pose la question de l'être ? Ça veut dire tout simplement que l'être humain est un être conscient, contrairement aux objets inanimés ou aux étangs naturels. Et donc, si l'être humain est un être conscient, ça veut dire qu'il a la capacité de se questionner. Le questionner fait partie de l'être humain. Et donc, si le questionner fait partie de l'être humain, ça veut dire qu'on ne peut en aucun cas résumer son être à sa substantialité, à sa corporéité, pour employer un mot pompeux. Alors là, on pourrait dire, ok, mais ça, Descartes l'avait déjà dit. Descartes avait dit que l'être de l'être humain, c'était la pensée. Le « je pense » du discours de la méthode. Oui, mais sauf que Descartes a raté quelque chose. Il a raté le fait que la conscience de l'être humain, c'est précisément ce qui fait qu'il n'a pas d'essence. L'essence de l'être humain, c'est que sa conscience le rend indéfinissable. Pour ceux qui ont écouté mes épisodes sur Sartre, vous savez que pour Sartre, l'homme n'a pas d'essence puisque son essence, c'est la liberté. Autrement dit, c'est sa capacité à construire son essence à travers ses choix. La conscience, c'est ce qui fait que vous pouvez à tout moment cesser d'être ce que vous étiez et devenir quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que le garçon de café peut rendre son tablier et ne plus être garçon de café.
ne plus jouer son rôle de garçon de café. La conscience, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas enfermé dans une essence comme le bureau est enfermé dans son essence de bureau. Donc l'erreur de Descartes, c'est d'avoir figé l'être de l'homme dans la conscience. C'est d'avoir substantialisé la conscience. D'ailleurs, il l'a fait de manière tout à fait explicite, en disant « L'homme est une substance pensante, res cogitans ». Mais ce que n'a pas vu Descartes, c'est que si la conscience est effectivement ce qui définit l'être de l'homme, elle est en même temps ce qui fait que l'homme n'est pas figé dans son être. La conscience rend l'homme capable de réinventer en permanence son essence. Pour Heidegger, l'homme n'est pas une substance pensante parce qu'il n'est pas une substance tout court. L'être de l'homme, c'est l'arrachement permanent à soi. C'est la sortie permanente hors de soi. C'est la projection. L'homme est essentiellement projection. Il se projette dans le temps, d'où le titre du livre de Heidegger, Être et temps, pour indiquer que c'est ça le propre de l'être humain, la projection dans le temps. Il se projette comme possibilité d'action, comme possibilité de réalisation et comme possibilité de disparition. Et c'est ce qui fait que pour Heidegger, l'être de l'être humain, c'est le pouvoir-être. C'est le possible. Comme le dit Marlène Zarader, l'être humain, c'est ce qui a à être. C'est ce qui est constamment engagé dans le processus de réalisation de son être. La chose, elle, ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. L'être humain, lui, le peut. Raison pour laquelle, pour Heidegger, si l'être de la chose, c'est la subsistance, l'être de l'être humain, c'est l'existence. Vous comprenez maintenant, je pense, pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas utiliser le mot existence pour qualifier l'être d'une chose. Justement parce que pour Heidegger, l'existence, c'est un concept qui s'applique spécifiquement à l'être humain, à ce qu'il appelle le Dasein. Ne vous laissez pas intimider par le mot, il y a plusieurs traductions possibles au mot Dasein, mais aujourd'hui, on va l'utiliser comme synonyme d'être humain. Donc le Dasein, c'est ce qui ne se contente pas de subsister, c'est ce qui existe. Exister, c'est être, pour un être dont l'être est la possibilité. Et d'ailleurs, Heidegger écrit existence, E-K, existence. Comme il écrit extase, ekstase. Parce que ek, en allemand, ça traduit l'idée de sortie, d'arrachement à. Exister, c'est s'arracher à l'être. C'est sortir en permanence de son être. C'est se projeter. On se projette dans le futur. On s'imagine quand on aura fait telle ou telle chose. On se projette dans ce qu'on voudrait devenir. L'évolution de notre vie, de notre carrière. On se projette quand on sera vieux. L'être du Dasein, c'est l'être en avant de soi. C'est l'être qui s'anticipe lui-même et qui, de ce fait, n'est jamais en repos. Voilà pourquoi une dimension fondamentale de notre être, selon Heidegger, c'est ce qu'il appelle le souci. Le souci, ce n'est pas seulement l'inquiétude. Le souci, c'est le fait d'avoir constamment quelque chose à l'esprit. D'ailleurs, en français, quand on dit qu'on se soucie de quelque chose, ça ne veut pas forcément dire se faire du souci. Ça veut dire l'avoir à l'esprit, l'avoir en vue. Le souci, c'est l'attention portée à ce qui est en jeu dans notre vie. Le bureau ne se soucie pas de ce qui est en jeu dans sa vie. Il ne se projette pas dans son avenir de bureau. Il ne se pose pas de questions existentielles. Nous, si. Alors oui, pas tout le temps. Il y a des moments où on n'est pas dans le souci de l'être. Quand on est avachi sur le canapé devant une série, en train de végéter, on pourrait dire qu'à ce moment-là, aux yeux de Heidegger, on n'est pas vraiment dans l'existence, puisqu'on n'est pas dans l'attention à ce qui est en jeu dans notre vie. C'est vrai. Mais le fait est que si la série capture notre attention,
ça va se traduire chez l'individu par de la projection, par un désir d'anticiper ce qui va arriver, ou de comprendre ce qui est en jeu. Donc même si le sujet ne dirige pas son souci vers sa propre existence, il le dirige néanmoins vers quelque chose. Donc c'est bien la preuve que le souci est quelque chose de permanent. La meilleure illustration du souci étant le travail. Quand on travaille, on a en vue un résultat. Et avoir en vue un résultat, c'est faire une projection temporelle. On parlait tout à l'heure de l'outil, et du fait que l'être de l'outil, c'est de nous servir à accomplir une tâche. Eh bien l'outil, c'est l'enfant du souci. Le souci est projection temporelle d'un résultat, et l'outil, c'est l'instrument par lequel on rejoint ce résultat. Qu'est-ce qui est visé quand on utilise un outil, que ce soit pour travailler, que ce soit pour bricoler, ou même pour jouer? C'est le résultat. On anticipe le résultat. On anticipe le formulaire rempli, avec le stylo. On anticipe l'étagère posée au mur, avec la visseuse. Le smash qu'on va envoyer à l'adversaire, avec la raquette. La projection fait de nous des êtres préoccupés. Préoccupés, occupés par avance. Occupés mentalement avant d'être occupés physiquement. Sans cette préoccupation permanente, l'être humain ne serait pas l'être humain. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure à propos du monde ambiant. Le monde ambiant, c'est le monde des outils familiers. C'est le monde dans lequel nous sommes affairés. Affairés en affaires. Et l'affaire, c'est ce qu'il y a à faire. Le Dasein a toujours quelque chose à faire. Et qu'est-ce que le Dasein a toujours à faire? Lui-même. Et c'est ce qui fait dire à Heidegger que la première modalité de l'être du Dasein, c'est l'être au monde. L'être au monde, c'est le fait d'être toujours déjà en rapport avec le monde. Comme l'outil est en rapport avec d'autres outils, même s'il l'ignore. L'être au monde, que Heidegger distingue de l'être dans le monde, c'est le fait que l'être humain est un être en rapport. Et s'il y a une chose vis-à-vis de quoi l'être humain est particulièrement en rapport, une chose dont il est conscient, dont il est soucieux, et qui est absolument constitutive de son être, c'est la mort. L'être humain est un être pour la mort. Un être en rapport avec sa propre mort. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre exposé. Heidegger nous dit, ce n'est pas la même chose de mourir pour un être humain et de mourir pour un animal. Parce que l'être humain sait qu'il va mourir. L'animal l'ignore. Alors oui, l'animal peut avoir conscience de la mort, au sens où, face à un danger, il sait qu'il faut fuir. Il fuit parce qu'il sent la mort venir. Mais ce n'est pas la même chose de sentir et de savoir. Pour l'animal, la mort constitue un accident, un risque lié à un danger. Tandis que pour l'homme, la mort n'est pas seulement un accident. C'est une destination finale. C'est ce qui arrivera dans tous les cas, tôt ou tard. Pour l'être humain, la mort, c'est l'inéluctable. Et cette conscience de la mort, qui est celle du Dasein, Heidegger en fait la structure primordiale de son être. La structure primordiale, c'est-à-dire que l'existence humaine est conditionnée par cette conscience de la mort. Pourquoi? Parce que la conscience de la mort génère l'angoisse. Et l'angoisse, c'est cette menace permanente qui sépare l'existence présente de la mort future. L'existence humaine est une existence en sursis. L'être humain, c'est ce qui doit vivre avec cette épée de Damoclès constamment au-dessus de sa tête, à se demander non pas s'il va mourir, mais quand il va mourir, où il va mourir, pourquoi il va mourir.
Est-ce que je vais mourir dans mon sommeil? Est-ce que je vais mourir d'une maladie? D'un accident? Est-ce que j'aurai le temps de dire adieu à mes proches? Est-ce que je vais souffrir? C'est terrifiant. C'est terrifiant de ne pas savoir, mais c'est encore plus terrifiant que ce non-savoir s'intègre dans une certitude totale qui est la certitude de notre mort à venir. C'est tellement terrifiant que nous aussi, nous faisons comme l'animal face à un danger. Nous fuyons. Et toute notre existence quotidienne n'est qu'une gigantesque fuite individuelle et collective face à l'angoisse de la mort. On va fuir l'angoisse de la mort en l'occultant, en la recouvrant. Donc on va la recouvrir par d'autres pensées, par des pensées pratiques. Des pensées qui vont occuper notre conscience pour la détourner, pour la divertir. S'occuper, c'est se donner la possibilité de ne pas penser à la mort. Mais on va aussi développer une autre stratégie, le travestissement. Et c'est là-dessus qu'on est très fort. Travestir la mort pour la rendre moins redoutable. Pour l'incorporer à notre quotidienneté. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va faire comme si la mort n'était pas une expérience personnelle. On va l'universaliser. On va parler de la mort comme quelque chose qui arrive à tout le monde. Et là, vous allez me dire, bah oui, la mort, ça arrive à tout le monde. Oui, mais sauf qu'en disant ça, on fait de la mort une abstraction. On fait de la mort quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Or, ce qui nous terrifie dans la mort, ce n'est pas le fait que tout le monde meure. C'est le fait que je vais mourir. Dire « on meurt tous un jour », c'est fuir la mort puisque c'est fuir le caractère intime de notre mort. Quand on dit « on meurt tous un jour », c'est qui on? On, c'est personne. On, c'est une manière de ne pas dire « je ». On, c'est une stratégie verbale qui recouvre une stratégie existentielle qui est la stratégie de la fuite face à la mort. On meurt tous un jour. Non. La réalité, c'est que je vais mourir. Je vais mourir. La mort des autres, ce n'est pas la mort. Parce que ce n'est pas ma mort. La mort se vit à la première personne. Une mort à la troisième personne, ce n'est pas une mort. C'est un décès. Ça n'a rien à voir. Ça rassure de voir la mort comme quelque chose d'universel. Ça permet d'oublier. La mort qui touche tout le monde. La mort qui, parce qu'elle touche tout le monde, ne me touche pas moi. C'est ça, la fuite face à la mort. Son universalisation, sa conceptualisation, qui nous permet d'éviter sa confrontation. Parce que se confronter à sa propre mort, c'est peut-être pire que mourir. C'est comme jouer à cache-cache avec le diable. Vaut mieux être bien caché. La stratégie par laquelle nous fuyons l'idée de la mort, Heidegger l'appelle l'inauthenticité. L'inauthenticité, c'est quand notre existence est écrasée par le refus de voir la réalité en face. La vérité du « je vais mourir ». Alors on se réfugie derrière des abstractions, derrière des phrases toutes faites, derrière le « on ». Et on oublie. On oublie qu'on va mourir. On oublie que cette mort est constitutive de notre être. Et ce faisant, on fait comme les philosophes depuis l'Antiquité. On oublie l'être lui-même. Alors, on travaille, on se divertit, on bavarde, en croyant que, tant qu'on ne regarde pas la mort, elle n'existe pas. Elle n'existe pas pour nous. Et on espère que, bien caché derrière le « on », la mort ne nous verra pas. Je cite. La question de l'être est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Notre époque, certes, met à son compte comme un progrès de tenir à nouveau en faveur la métaphysique. Toutefois, l'effort
La peine que cela demanderait d'engager une nouvelle bataille géante sur l'être, on s'en tient pour dispenser. La question que nous touchons là n'est pourtant pas une question quelconque. Elle a tenu en haleine Platon et Aristote dans leur investigation. Il est vrai aussi qu'elle s'est tue à partir de là en tant que question et thème d'une recherche véritable. Ce qu'ils ont tous deux atteint s'est néanmoins conservé à travers toute une variété de décalages et de repeints jusque dans la logique de Hegel. Et ce que la pensée a, autrefois, enlevé de haute lutte au phénomène, fût-ce par fragments et dans de premiers pas, le voilà depuis longtemps trivialisé. Ce n'est pas tout. Là même où les Grecs avaient jeté les bases d'une interprétation de l'être, un dogme s'est constitué qui non seulement déclare superflue la question du sens de être, mais de plus, légitime qu'elle soit purement et simplement chômée. On dit, l'être est le concept le plus général et le plus vide. Comme tel, il résiste à tout essai de définition. Ce concept d'être, le plus général et donc indéfinissable, n'a d'ailleurs pas à être défini. Chacun en fait constamment usage et entend déjà aussi ce qu'il veut dire chaque fois par là. Ainsi, ce dont l'énigme incita les anciens à philosopher se trouve devenu pour nous un lieu commun, clair comme le jour, à tel point que celui qui questionne encore en ce sens se voit reprocher une erreur de méthode. Qui dit élaboration de la question de l'être, dit par conséquent qu'un étant, celui qui questionne, se rend transparent à lui-même en son être. Dès lors que poser cette question est un mode d'être d'un étant, le questionnement qu'elle instaure doit lui-même l'essentiel de sa détermination au questionné qui est visé en lui, à l'être. Cet étant que nous sommes chaque fois nous-mêmes et qui a, entre autres possibilités d'être, celle de questionner, nous lui faisons place dans notre terminologie sous le nom de Dasein. L'être même, par rapport auquel le Dasein peut se comporter de telle ou telle manière, et vis-à-vis duquel il a toujours une certaine attitude, nous le nommons existence. Et comme la détermination de cet étant dans son essence ne peut s'accomplir en donnant de lui une définition qui exprimerait sa réalité, comme son essence repose bien plutôt en ce qu'il a chaque fois à être son être en tant que celui-ci n'est qu'à lui, c'est le terme Dasein, pure expression d'être, qui est choisi comme marque distinctive de cet étant. Le Dasein s'entend soi-même toujours à partir de son existence, une possibilité de soi-même, possibilité d'être soi-même ou de ne pas l'être. Ces possibilités, ou bien le Dasein les a choisies lui-même, ou bien il y est tombé, ou bien il a chaque fois déjà grandi en elles. Se prendre en main ou négliger de le faire, ces manières d'exister, il appartient chaque fois au Dasein et à lui seul d'en décider. La mort est une possibilité d'être que le Dasein a, chaque fois, à assumer lui-même. Avec la mort, le Dasein a rendez-vous avec lui-même dans son pouvoir-être le plus propre. Dans cette possibilité-là, il y va purement et simplement pour le Dasein de son être au monde. Sa mort est la possibilité de ne plus être Dasein. Si le Dasein est imminent à lui-même sous la forme de cette possibilité de soi, il est complètement renvoyé à son pouvoir-être le plus propre. Le Dasein n'est pas en mesure de dépasser la possibilité de la mort. La mort est la possibilité de la pure et simple impossibilité du Dasein. Aussi la mort se révèle-t-elle comme la possibilité la plus propre, sans relation au Dasein d'autrui, indépassable. Pour Heidegger, exister authentiquement, ce n'est pas fuir l'idée de la mort, c'est l'affronter. L'affronter non seulement comme quelque chose d'inéluctable, mais surtout l'affronter comme quelque chose qui ne s'oppose pas à l'existence, mais qui la constitue. La mort ne met pas simplement un terme à l'existence, elle lui donne du sens. Le sens de l'existence, c'est de passer de la fuite à l'affrontement, du déni à la vérité, de l'inauthenticité à l'authenticité. Et c'est en ce sens que la mort est une occasion. C'est précisément parce qu'on sait qu'un jour, tout ça disparaîtra, que nous vivrons notre fin du monde personnel, qu'il nous est possible de découvrir notre véritable soi, de nous libérer du faux, du mensonge,
de la fuite, de tout ce qui rend notre existence factice. Affronter l'idée de la mort, c'est embrasser l'être véritable. C'est lui donner une chance. Car de la même façon que vous serez seul face à votre mort, vous êtes seul à choisir ce que doit être votre existence. Je vous remercie.